Bonjour, bienvenue à notre webinaire Comment répondre aux nouveaux objectifs de la RE 2020 pour les commerces et l'industrie avec nos aciers X-Carb. Alors ce webinaire va se composer de trois parties. Dans un premier temps, Madame Nathalie Chang, directrice générale de Tribu Énergie, nous fera une présentation de la réglementation. Et dans un deuxième temps, Francis Kédéjian, responsable prescription pour Stelligens France, fera une présentation des différentes solutions X-Carb pour la construction. En dernière partie, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser le module questions-réponses qui se trouve en haut, en bas de votre écran pour nous faire parvenir vos questions. Merci. Et Madame Chang, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous parler du sujet de la RE 2020. Alors, avec tout d'abord un petit préambule. Donc un petit préambule pour rappeler que les bâtiments neufs, ce ne sont pas que des exigences liées à la RE 2020. Donc notamment, par exemple, si on prend les logements, donc effectivement des logements neufs en tout cas. Ils sont effectivement soumis à l'ARE 2020. Il y aura aussi un DPE à la livraison des bâtiments. Ils sont également soumis à l'obligation de calorifugage et de régulation, ce qui n'est absolument pas anecdotique, étant donné que ce texte comporte des exigences supplémentaires à celles de la RE 2020 qu'il ne faut pas oublier, ainsi que les sujets de recharge de véhicules électriques. Concernant les bâtiments tertiaires, il y a également le respect de la RE 2020. Alors, actuellement, beaucoup de bâtiments tertiaires sont soumis à la RT 2012, mais on va le voir tout à l'heure, ça va évoluer incessamment sous peu. Donc, très prochainement, effectivement, la plupart des usages, en tout cas tertiaires, seront soumis à la RE 2020. Ils sont également soumis à l'étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie pour définir la meilleure solution technique énergétique. Mais il y a aussi le respect obligatoire du décret éco-énergie tertiaire à partir du moment où le bâtiment dépasse plus de 1000 mètres carrés. Aussi cette obligation de calorifugage régulation, mais il y a aussi le décret BAX ainsi que la loi pour les énergies renouvelables qui demande donc aux bâtiments de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol, qui font partie de certaines catégories, de mettre en place soit des toitures végétalisées, soit des panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité. Alors, les textes relatifs à la RE 2020 sont nombreux. On peut même dire qu'on a un superbe millefeuille, puisqu'il y a eu plusieurs textes qui ont été publiés, que ce soit pour les exigences, la méthode, les données environnementales ou le sujet des attestations. Si on fait un zoom sur le sujet des exigences, on va le voir tout à l'heure justement en faisant un zoom sur les exigences. Un petit, néanmoins, voilà, un petit clin d'œil au rapport Robin Rivaton qui contient 23 recommandations qui ont été faites à l'attention du ministère. Alors, il avait été mandaté par Valérie Létard, donc néanmoins, voilà, le nouveau gouvernement pourra se saisir de ces nouvelles recommandations qui comprennent un certain nombre de recommandations intéressantes. Une qui est vraiment très importante, notamment pour nous en tant que bureau d'études, mais également pour les maîtres d'ouvrage, c'est une recommandation pour recaler en fait l'ARE 2020 avec quelques kilogrammes de CO2 supplémentaires sur l'indice IC construction, notamment 2028 et 2031, pour prendre en compte une norme qui n'est plus nouvelle puisqu'elle a quand même quelques années, mais qui entre en application à partir de janvier 2026, qui modifie notamment les FDES et les PEP, surtout les FDES, c'est notamment pour les matériaux biosourcés, qui vont être beaucoup moins favorables avec cette nouvelle norme qu'on appelle la norme A2 et qui a une conséquence qui n'est absolument pas négligeable sur les calculs, où aujourd'hui, atteindre un seuil 2031, c'est quasi mission impossible.
Alors, les catégories à venir. Donc là, vous avez les usages de la RE 2020. En rose, ceux qui sont d'ores et déjà publiés pour les maisons, les immeubles collectifs, les bureaux et les bâtiments d'enseignement. Ça, je suppose que vous le savez puisque ça a été suffisamment répété. Maintenant, il y a des typologies pour lesquelles les seuils ont été calés, donc notamment les hôtels, les restaurants, les commerces, les crèches, les bâtiments universités de recherche, tout ce qui est médiathèque, bibliothèque, l'industrie, l'artisanat, ainsi que les établissements de santé ou les EHPAD. Et on va trouver également les vestiaires indépendants, voilà, parce que si on a des vestiaires dans un gymnase, dans ce cas-là, on sera dans un usage gymnase, ainsi que les aérogares. Alors, donc vous voyez qu'il y a les deux premiers décrets, on va dire, voilà, qui concernaient les bâtiments d'habitation, de bureaux, d'enseignement primaire et secondaire. On a eu également il y a à peu près un an, la publication de ce qu'on appelle un décret sur le RE-TEX de la RE 2020, donc qui faisait effectivement un retour d'expérience de ces quatre usages, de leur applicabilité, et qui a recalé certains seuils qui, en fait, étaient mission impossible pour pouvoir respecter les exigences de la RE 2020. Donc là, nous avons ce qu'on appelle les usages du GTM2, donc du GT modélisateur 2 que j'ai eu la chance de piloter, qui sont en attente de parution. Alors, normalement, ça va être publié de manière imminente. Enfin, en tout cas, nous l'attendons de manière. C'est très très attendu. Les textes sont parus en CSC2E, le Conseil supérieur de la construction et l'efficacité énergétique, l'été dernier. Néanmoins, effectivement, ça a pris un petit peu de temps avec tous les mouvements qui ne vous auront pas échappé concernant voilà, les ministres en charge notamment de la construction. Donc, on espère maintenant qu'avec ce nouveau gouvernement, une signature va pouvoir être apposée sur les textes de décrets et d'arrêtés. Mais la date initiale qui avait été annoncée en fait pour ces nouveaux usages au 1er janvier 2026 est quand même très compromise puisque voilà, c'est dans un mois et demi, donc c'est mission impossible pour pouvoir caler des nouveaux projets pour des dépôts de permis de construire à échéance aussi courte. Donc il est fort probable qu'il y ait un décalage dans le temps entre effectivement le 1er janvier et le 1er juillet 2000, plutôt voilà, on va dire au printemps 2026 pour l'entrée en vigueur de ces nouveaux usages. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais alors il y en a plein qui ne sont pas concernés. Les tribunaux, les palais de justice, les salles polyvalentes, les salles des fêtes, les salles de conf, de spectacle, voilà, les piscines, les saunas, les musées, les établissements pénitentiaires, les salles de serveurs, les parties de bâtiments chauffés ou refroidis pour les usages d'un process industriel. Eh bien, là, il faut savoir que la DHUP et le CSTB ont fait, la semaine dernière ou il y a 15 jours, un appel à contribution à l'ensemble de la profession pour récupérer des scénarios, des températures d'occupation avec une idée d'intégrer ces nouveaux usages dans le cœur de calcul et peut-être effectivement de caler des seuils par la suite. Bien entendu, cette RE 2020 ne s'applique que aux bâtiments d'outre-mer, ne s'applique pas aux bâtiments d'outre-mer qui ont leur propre réglementation. Donc là, vous avez le petit calendrier, effectivement, de publication des textes avec peut-être là également une mise à jour de ces textes au regard du rapport de Robin Rivaton. Et ça, voilà, l'avenir nous le dira. Nous avons ensuite, effectivement, concevoir donc des bâtiments bas carbone. Donc, concernant ce sujet, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de partage d'écran qui ne semble pas se faire. Donc, il y a un autre écran qui s'affiche. Bon, je ne sais pas qui est en charge bon.
Alors, concernant la stratégie bas carbone, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, voilà, la meilleure chose, c'est bien sûr de réhabiliter, de transformer un bâtiment pour lutter contre l'artificialisation des sols. En cas de démolition, bah, effectivement, bien réaliser un diagnostic PEMD, ressources pour pouvoir valoriser un maximum les matériaux, y compris quand on a effectivement des matériaux acier pour qu'ils puissent ensuite être récupérés pour faire de l'acier bas carbone. Et pour les constructions, bah, effectivement, quand on va construire, l'objectif va être d'anticiper un maximum les seuils de l'ARE 2020 de manière à pouvoir challenger les équipes, voilà, les équipes et les industriels par rapport justement à toutes leurs innovations. Alors, Chung, on a perdu votre présentation. Là maintenant, est-ce que vous pouvez la repartager? voilà, là je viens de la repartager. Est-ce que c'est bon? Parfait. Ok. Alors, ensuite, nous avons effectivement la méthodologie générale. Donc, ce qui est très important, c'est que cette RE 2020 et concevoir des bâtiments bas carbone, ça nécessite vraiment un esprit d'équipe très important, beaucoup de réunions pour trouver les bonnes solutions techniques, voilà, challenger. On ne peut plus faire comme avant. Donc, il faut effectivement des bureaux d'études qui soient qualifiés pour les études thermiques avec une qualification PQB 1332, pour les études environnementales avec une PQB 1333. Il faut des bureaux de contrôle et l'ensemble d'équipes de maîtrise d'œuvre ouverts au sujet du réemploi. Il faut prévoir plus de réunions de brainstorming d'équipes et surtout des missions complètes à la fois en conception et en suivi de chantier parce que la moindre variante peut complètement faire basculer un projet. L'exemple typique aujourd'hui avec ArcelorMittal, si en conception on a prévu un acier X-Carb et que eh bien, effectivement ça disparaît en phase de chantier parce qu'il n'y a personne pour suivre le chantier au regard des sujets bas carbone, ça peut complètement remettre en question le respect de la RE 2020, enfin 25, 28, 31 à voir. Donc, bien entendu, un des sujets, c'est vraiment de privilégier les matériaux issus du réemploi, donc que ce soit des granulats, des chemins de câble, des sanitaires, des garde-corps, inciter au maximum à la frugalité en maîtrisant les effets collatéraux, l'optimisation structurelle, on évite des surenchérissements de matière, comme par exemple du béton avec du baradage brique, voilà, qui n'a absolument aucun intérêt. Euh, on essaie effectivement de privilégier des matériaux avec des faibles impacts environnementaux, donc y compris voilà, de l'acier recyclé, comme on peut le voir sur la petite image dans l'angle de cette diapositive, et toujours privilégier des matériaux qui disposent de FDES et de PEP, donc de fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et pour les équipements de profil environnemental des produits. Donc, le choix d'un système constructif va y avoir de multiples critères à prendre en compte. Et c'est pas effectivement une des personnes de l'équipe qui va choisir toute seule parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Les ressources, les besoins, les impacts architecturaux, intérieur, extérieur, les impacts confort, santé, sécurité, la maîtrise des risques de pathologie, l'impact carbone, l'économie circulaire, les sujets d'énergie primaire, énergie finale pour les composantes énergie, le confort estival également, les émissions de CO2, qu'elles soient pour les aspects énergétiques, mais aussi bien carbone, pour construction, et bien sûr les coûts d'investissement, les charges et la durabilité. Donc tout ça, ça va nous permettre on n'aura jamais un système idéal puisque très souvent on se retrouve avec à trouver un compromis puisqu'on n'arrive jamais à cocher l'ensemble des cases sur un même projet. Là, juste un petit clin d'œil, voilà, sur un immeuble de bureau sur lequel nous n'avons pas encore fait les simulations avec voilà, un système acier. Mais pour vous donner, ça ne saurait tarder, mais voilà, le webinaire est arrivé un petit peu trop tôt par rapport. En tout cas, ce qu'on voit
ce qui est important de remarquer par rapport à cette, voilà, à cette diapositive, en fait, c'est les prorata où on s'aperçoit qu'effectivement, sur un bâtiment RE 2020 tertiaire, on a à peu près un tiers qui est lié finalement aux gros œuvres, à l'infrastructure du bâtiment, un tiers qui va être du poids carbone qui va être lié au lot technique et un autre tiers qui va être lié avec voilà, ce qui est, je dirais, tout ce qui va être les revêtements, les façades, les cloisons, l'étanchéité du bâtiment. Donc, effectivement, le système constructif ne pourra pas tout faire et il peut effectivement nous permettre d'amener petit à petit le bâtiment en conformité, par exemple au seuil 2025 en ce moment, mais il y a un moment, il va falloir traiter aussi l'ensemble des lots pour pouvoir passer sous les seuils 2028 et 2031. Donc ça, c'est des points qui sont quand même très importants à avoir en tête. C'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois, que la superstructure, l'infrastructure représente un poids considérable. En fait, en moyenne, sur les bâtiments, on est à peu près à un tiers. Je vous remercie de votre attention et je vais passer donc la parole, me semble-t-il, à Francis. Merci Nathalie. Madame Chang, pouvez-vous arrêter de partager votre écran, s'il vous plaît? C'est déjà fait. Alors, j'ai le temps. Normalement, oui, j'ai désactivé. Parfait, la transition est faite. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et n'hésitez pas à poser vos questions-réponses dans le module de questions-réponses qui doit se trouver soit en haut, soit en bas de votre écran. Merci, à tout à l'heure. Je ne vois pas ma slide. Pascal, tu peux défiler peut-être? Moi, je n'ai que la. Pardon? Je n'ai que l'introduction. Pardon. Vas-y, il faut passer au slide suivant. Ah oui, parce que je te disais, il faut. Voilà, donc nous commençons. Donc, je travaille dans une entité qui s'appelle Steady-Jones et qui regroupe en fait un réseau d'ingénieurs qui apporte une assistance technique gratuite au monde du bâtiment avec une approche holistique qui couvre de très nombreux aspects du bâtiment. Nous étudions des types de solutions de produits, des types de solutions constructives pour imaginer ou repenser autrement le bâtiment. Et également, nous publions et menons des études comparatives, notamment sur les ACV, entre différents types de bâtiments et différents modes constructifs pour ces bâtiments. Slide suivante. Alors, le groupe ArcelorMittal, en fait, a des objectifs de réduction de l'empreinte carbone et vise une neutralité carbone d'ici à 2050. Et donc, pour ce faire, slide suivante, nous allons et nous avons un certain nombre d'outils à notre disposition, donc l'augmentation de l'utilisation d'acier de recyclage, la création de nouveaux outils technologiques comme les DRI, l'électrolyse directe et également la limitation de nos émissions de CO2 à travers des outils de capture ou de stockage du carbone. Alors, un point important, la sidérurgie, alors Arcelor comme les autres producteurs, est organisée en deux grandes typologies.
d'acier. Donc, on produit des aciers plats qui sont délivrés essentiellement sous forme de bobines d'acier relativement minces, voire de plaques très épaisses. On produit jusqu'à des épaisseurs de 40 cm pour des ouvrages assez exceptionnels, comme par exemple le viaduc de Millau. Et puis des produits qui ne sont pas des produits plats et qui sont regroupés dans une branche qu'on appelle les produits longs. Donc vous avez une segmentation quasiment binaire entre les produits plats et les produits longs. Alors ce qu'on va voir, c'est que les produits plats, ils sortent presque exclusivement des hauts fourneaux et sont donc produits et fabriqués essentiellement à partir de minerais de fer. A contrario, les produits longs sont, notamment en Europe, presque exclusivement faits par refonte de vieux aciers et donc d'acier de recyclage dans des fours électriques. Alors, j'ai fait une diapositive synthétique des différentes filières de fabrication aujourd'hui. Donc, vous avez tout d'abord la filière euh, au fourneau, euh, avec la fabrication de l'acier à partir d'un minerai réduit chimiquement avec du charbon à haute température et dont le bilan carbone est sensiblement de 2 tonnes de CO2 émises pour une tonne d'acier produite. Vous avez ensuite la deuxième filière que je vous évoquais, le four électrique, où là, en fait, on ne fait pas de chimie, très peu. On se contente de refondre de l'acier déjà existant, où on a des bilans carbone de l'ordre de 800 kg de CO2 émis pour une tonne d'acier produit. Et puis une troisième voie qui se développe et qui est plus vertueuse et qui va être le DRI. Et donc, en fait, c'est une fabrication d'acier à partir d'un minerai transformé. Et ce minerai transformé, on va pouvoir le ramener à l'état d'acier simplement en le refondant dans un four électrique. Donc le même appareil industriel que la filière recyclage. Et cette méthode de fabrication d'acier, elle est émettrice de 1 tonne et quelques, 1 tonne de CO2 pour 1 tonne d'acier. Donc, en termes de bilan carbone, elle est un intermédiaire entre la filière électrique pure et la filière minerai. Euh, et elle utilise en ce moment du gaz naturel comme élément réducteur du minerai de fer, sachant qu'à terme, on pense et il y a des réflexions pour remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène à terme. Alors, le groupe a créé une marque qui s'appelle Xcarb et qui regroupe toutes ces initiatives liées à la réduction de l'empreinte carbone. Donc, sous cette marque, on retrouve des initiatives qui sont le financement de technologies, de start-up, le dépôt de brevets, des équipes R&D. Et pour ce qui vous concerne plus quotidiennement ou plus spécifiquement, Xcarb est aussi une marque sous laquelle on commercialise tous les produits issus de la filière recyclage associée à de l'énergie décarbonée pour avoir les meilleurs bilans carbone. Donc, les aciers Xcarb de sources recyclées et renouvelables vont associer une production à partir de ferraille, donc refonte de vieux aciers, associée à une énergie décarbonée pour réduire encore l'empreinte carbone de production de ces aciers. Et les 800 kg que je vous évoquais dans mes premières slides vont pouvoir être encore divisés par 2 quand on utilisera de l'acier bas carbone. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, le processus de certification Xcarb, en fait, on a un organisme tiers qui s'assure que les volumes d'électricité mis en œuvre correspondent bien aux volumes d'acier Xcarb qui sont mis sur le marché dans les usines. Je ne développe pas ce processus, mais il a été certifié encore une fois par une filiale de Veritas. Nous avons en fait derrière
Slide suivante, merci. Donc, pour donner un petit aperçu de nos productions, donc on a de nombreuses usines en Europe. Donc pour les produits plats, les tôles notamment, nous avons 13 usines sensiblement en Europe et l'une d'entre elles, en Espagne, peut produire des aciers plats à partir d'acier recyclé pour 80% sensiblement d'acier de recyclage, complété par de l'acier issu, lui, de la filière au fourneau pour assurer les compositions chimiques précises et l'ajout de certains composants dans la matière première. On a une slide suivante donc, qui vous présente les usines de production des produits longs. Donc les produits longs, c'est une très grande diversité de produits de forme. Et donc on a des usines spécifiques par typologie de produits. Donc vous avez des usines dédiées pour les pales planches, des usines dédiées pour les rails. Bon, je ne développe pas l'ensemble de ces installations, mais sachez qu'on a un ensemble d'usines, donc produits longs, produits plats en Europe, qui assurent les livraisons du marché européen. Alors, ces usines, ces produits sont couverts par des EPD, donc c'est les fiches de déclaration environnementale européenne. Vous avez à peu près l'ensemble des produits qui sont présentés et l'ensemble des produits est couvert par des EPD X-Carb quand ces produits relèvent d'usines pouvant mettre sur le marché des aciers X-Carb. Donc vous avez une quasi-totalité des gammes produits d'Arcelor qui sont couvertes par des EPD X-Carb. Alors, ce qu'on va voir, c'est que en faisant un focus sur la France et l'Aéro 2020, on va voir que le régime documentaire français, il est un petit peu particulier, il ne se satisfait pas des EPD et on va devoir présenter des FDES qu'on va voir tout de suite. Donc, un petit rappel sur l'Aéro 2020, il y est considéré deux types de bilan carbone. Donc, on va prendre en compte le carbone incorporé dans les matériaux de construction du bâtiment, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Et puis, devra être considéré également et évalué un carbone opérationnel qui couvre essentiellement les consommations du bâtiment, notamment le chauffage ou les systèmes d'éclairage et de fonctionnement du bâtiment. Et ces deux bilans carbone sont quantifiés et mesurés ou évalués pour comparaison entre les bâtiments avec des ratios de CO2 ramenés au mètre carré de plancher. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Voilà. Alors, sur les bâtiments, vous avez la possibilité de substituer à des aciers classiques des aciers X-Carb. Ça couvre l'essentiel des produits de construction. Et donc, vous voyez que pour l'essentiel des gammes de produits, on va diviser par 3 quasiment les empreintes carbone en ayant recours à des aciers X-Carb. On va un petit peu plus loin. Alors, nous avons donc pour la France publié des premières FDES. Donc, la première FDES publiée, elle concernait des poutrelles, puisque la poutrelle peut être mise sur le marché et faire l'objet d'une FDES. Par contre, les produits plats, eux, sont produits par l'usine de Sestao sous forme de bobine d'acier qui ne peut pas aller sur un chantier et qui ne peut pas elle-même faire l'objet d'une FDES. Donc, la FDES ne concernera que des produits fabriqués à partir de ces bobines par un client ou un tiers qui n'est pas le producteur de la matière première, mais qui va la transformer. Et donc, ça explique pourquoi il y a un décalage ou une plus grande inertie, on va dire, sur la publication des FDES pour les produits plats. Et donc, les FDES des
planchers collaborants, débardage des panneaux sandwich, elles n'ont été publiées qu'en 2024 et sont aujourd'hui disponibles. Ils couvrent également une grande partie des besoins de la construction. Alors, vous avez aujourd'hui disponible dans la Basignès, donc qui regroupe toutes les F2S, une grande variété et un grand choix de F2S pour vos constructions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez différentes étapes d'évaluation du bilan carbone. Une première étape se fait avant dépôt du permis de construire. Et c'est sur cette étape-là qu'on voit finalement les plus grands écarts et les plus grandes dérives, si j'ose dire, avec des personnes qui utilisent très souvent les DED et qui plombent les bilans carbone ou qui les faussent en aggravant un petit peu l'empreinte carbone prévisible des bâtiments. Donc, sur ce sujet-là, donc, je vous ai partagé une slide charpente en acier qui présente en fait l'ensemble des F2S publiés pour les lots de charpente métallique dans la Basignès. Ces F2S, il y en a 6. Si vous construisez une charpente métallique, vous serez forcément couvert par l'une de ces 6 F2S. Donc, quand vous ne savez pas quelle est la nature de la charpente, prenez la plus mauvaise valeur de ces 6 FDES, mais ne prenez pas la DED. Voilà. Ne prenez pas une valeur par défaut. Donc, c'est le premier message. Et dans un deuxième temps, peut-être quand vous aurez les précisions sur la nature de la charpente, eh bien, éventuellement, vous ajusterez cette valeur si c'est un acier normal. Et bien mieux, vous prendrez une FDES X-Carb pour réduire encore l'empreinte carbone. Donc, à titre de comparaison, l'empreinte carbone, on va le voir un petit peu plus loin, mais d'une poutrelle basique, c'est 1560 kg CO2 par tonne d'acier. On va le voir sur des slides suivantes. Alors que pour une poutrelle X-Carb, voilà, donc 1560. Et sur la slide suivante, vous allez voir que la FDES de la poutrelle X-Carb, je fais du red suspense, hein, voilà, et de 491 kg CO2. On divise encore par 3, on enlève une tonne de CO2. Et le moyen de vous rattacher à cette F2S, ce sera un certificat matière, donc le certificat producteur, qui, comme vous le voyez sur cette image, porte la mention X-Carb. Donc on n'a pas créé un document spécial pour le X-Carb, on rajoute cette mention sur le certificat de livraison de la poutrelle. Continuons. Une petite temporisation, peut-être. Voilà. Donc, de la même manière, pour les planchers que vous allez concevoir sur des bâtiments en structure métallique, vous allez très souvent réaliser des planchers mixtes associant du béton à de l'acier, notamment des planchers collaborants. Il est bien évident que dans un premier temps, on n'a pas nécessairement le détail des bacs qui vont être mis en œuvre, les volumes exacts de béton, mais on a déjà des gabarits et une jauge à peu près du plancher. Eh bien, en fait, la profession a déjà publié des FDES pour des ensembles de planchers formés avec un bac collaborant, une dalle de béton d'une certaine épaisseur ou d'un certain poids associé à un certain taux d'armature. Et donc, vous pouvez très simplement, sans avoir les détails des produits, poser une valeur réaliste et raisonnable sur l'empreinte carbone de votre plancher avec cet F2S que je dirais générique. Il sera temps d'améliorer ces valeurs avec des aciers X-Carb et ou des aciers dont on caractérise mieux les dimensions. Mais vous avez déjà des valeurs raisonnables. Et pour information, pour tout ce qui est bâtiment de bureau, bâtiment de logement, en fait, c'est la première F2S qui couvre 95% des typologies des planchers.
puisqu'on a très rarement des très grosses charges sur ces planchers-là. Et donc, on se satisfait d'un bac de 10 à 19 kg et d'un taux d'armature de 5 kg par mètre carré. Voilà. On a, slide suivante, quelques produits qui ne sont pas encore couverts par des FDES. Ça devrait arriver, mais c'est le cas des tubes par exemple. On a dans ce cas-là la possibilité de faire quand même des estimations et comparatives de gain carbone entre les EPD. Et donc, vous voyez qu'une EPD d'un tube de base est à empreinte carbone sur le module A1 à 3 de 2270 kg CO2 pour une tonne d'acier produit, alors que le tube fabriqué à partir d'acier X-Carb, il va afficher une valeur ramenée à 713 kg de CO2. Vous voyez encore le gain majeur sur l'empreinte carbone de ces tubes qui devrait se retrouver prochainement, je l'espère, dans une FDES. Et dernier produit un peu inhabituel peut-être, c'est les fibres métalliques qui peuvent armer le béton en alternative à des armatures classiques et donc qui sont mises en œuvre sur chantier en malaxage dans les toupies ou bien en malaxage dans les centrales à béton directement avec des applicatifs qui sont majoritairement en France les voussoirs. Il y a eu énormément de voussoirs du Grand Paris, notamment la ligne 16 réalisée avec ces fibres, et également les dallages industriels dans des bâtiments logistiques. Je poursuis. Donc, pour être assez synthétique, quand vous allez avoir à travailler sur un bâtiment de logement, de bureau, vous allez en fait avoir une décomposition des bilans ACV dans 13 lots, ce qu'avait montré Nathalie Chang. On a en fait des lots qui ressortent comme étant majeurs ou les plus importants. Donc typiquement sur ces bâtiments-là, ça va être le lot gros œuvre. Et on va pouvoir sensiblement gagner jusqu'à 50 kg de CO2 par mètre carré en passant les aciers de ce lot en version X-Carb au lieu de version normale, basique. Donc on a des gains très significatifs possibles sur ce lot gros œuvre. Sur le bac collaborant, puisqu'on a 1 mètre carré de bac collaborant, je vais rester sur la précédente. S'il te plaît, merci. Sur le lot gros œuvre, le bac collaborant, on a 1 mètre carré de bac collaborant pour chaque mètre carré de bâtiment. Et donc, en fait, les 8 à 10 kg de CO2 gagnés sur un bac acier en X-Carb au lieu de acier de base, et ben vous allez les retrouver dans les gains carbone de CO2 par mètre carré de plancher. Et enfin, sur les produits de façade ou de toiture, on aura des gains qui seront modulés en fonction de la typologie et organisation du bâtiment, et notamment le nombre d'étages. Bien évidemment, si vous décarbonez l'empreinte carbone d'une toiture, mais que vous avez 6 étages, le gain carbone que vous avez gagné sur votre mètre carré de toiture, vous allez le diviser par 6 quand vous allez le regarder dans le bilan carbone général du bâtiment ramené au mètre carré de plancher, d'où le moindre impact CO2 qu'amène le gain carbone des toitures sur des bâtiments multi-étages. Enfin, un dernier gain carbone que vous pouvez avoir sur ces bâtiments, et enfin sur tous les bâtiments, vous pouvez aussi mettre moins d'acier en utilisant des aciers plus performants. Et comme l'empreinte carbone, la FDES ou bilan CO2 de production de l'acier ne dépend pas de la nuance de l'acier ou de sa résistance, eh bien en fait, quand vous gagnez 10% de poids d'acier sur un bâtiment, vous allez mathématiquement gagner 10% d'impact carbone CO2 de ces aciers. Et puis, dernière slide, j'ai fait les mêmes projections sur des bâtiments logistiques. Et là, en fait, ce qu'on va constater, c'est que le lot façade, le lot toiture peuvent devenir prédominants
dans les gains CO2 ramenés au mètre carré de plancher, puisque on a des bâtiments simple étage, donc le gain carbone sur la toiture, il va se retrouver exactement reporté au kilo de CO2 par mètre carré de plancher. Et on a des bâtiments dans lesquels on a des très grandes hauteurs d'étage. Donc on a souvent 12 mètres sous poutre, ce qui donne 13-14 mètres de hauteur de façade, dans lesquels il n'y a que de l'acier, il n'y a pas de fenêtre. Et donc, en fait, quand on ramène les surfaces d'enveloppe de bardage du bâtiment, on les projette sur des mètres carrés de plancher, eh bien en fait, on a des rapports sensiblement de 1 pour 1. Et donc, on va trouver des gains carbone de 20-30 kg CO2 par mètre carré de plancher en passant les enveloppes, les panneaux sandwich en X-Carb au lieu d'un acier classique. Ce qui permet encore une fois d'améliorer les empreintes carbone de ces typologies de bâtiments. Quant aux gros œuvres, il reste un poste optimisable, mais avec un impact qui dépendra de la typologie de la charpente, et tout particulièrement dans les bâtiments industriels. Plus on aura des grosses charpentes, souvent associées à des ponts roulants, et plus on aura des possibilités de décarboner un lot gros œuvre significatif. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation et je vous invite à nous poser des questions si vous avez encore quelques interrogations ou des sujets que nous n'aurions pas abordés dans notre présentation. Alors, oui, on a reçu quelques questions, donc n'hésitez pas hein, dans le module questions-réponses à envoyer vos questions. Donc, les deux premières questions sont pour Madame Chang. Donc, vous avez dit que les seuils RE 2020 seraient recalés en les augmentant de 40 kg CO2 mètre carré afin de prendre en compte la norme A2. Est-ce que cette hausse des seuils est certaine et sera-t-elle effective en janvier 2026? Alors, ce que j'ai dit, c'est que le rapport Robin-Rivaton recommande un rehaussement des seuils. Aujourd'hui, il n'est absolument pas certain que la DHUP et le nouveau voilà, ministère soient d'accord avec cette proposition. Voilà. C'est une proposition de Robin Rivaton et qui a fait plutôt consensus au sein de la profession, mais aujourd'hui, il n'y a aucune garantie que ça sera appliqué. Merci. Est-ce que l'approche actuelle de la RE 2020 inclut les data centers dans les bâtiments industriels? Non, aujourd'hui, les data centers sont hors scope de la RE 2020. Néanmoins, voilà, il y a des réflexions. Dans ça faisait partie de la troisième partie, voilà, potentiellement un jour un GTM3 qui serait effectivement peut-être à venir, mais aujourd'hui, non, on est hors scope. Merci, Madame Chang. Deux, trois questions pour Francis. Alors, la première question, j'avais compris que les poutrelles sont issues de la production via four électrique. Qu'apportent les aciers X-Carb? Alors, les aciers X-Carb, ils sont associés à de l'énergie décarbonée et donc on profite du gain d'émissions CO2 lié à l'énergie électrique d'origine éolienne essentiellement pour nos productions. Donc, c'est le différentiel d'émissions CO2 entre de l'énergie que je dirais indifférenciée, notamment venant de certains pays, puisqu'il faut reconnaître que sur la France, on a un parc qui est quand même globalement décarboné, mais ces aciers sont beaucoup produits Benelux, Espagne, et donc le fait d'assurer un approvisionnement d'origine éolienne avec des producteurs exclusifs nous assure la possibilité de nous prévaloir de valeurs et d'empreintes carbone améliorées par rapport au mix énergétique moyen. On a donc une EPD, je n'avais pas insisté sur ce chiffre, mais donc le PD pour les poutrelles affiche une valeur de 333 kg CO2 par tonne d'acier au lieu des 700-800 kg que je vous avais annoncé. Donc globalement, on divise par deux le bilan carbone. Donc, voilà l'apport du X-Carb
pour la production des poutrelles. Alors, pour l'acier plat en bobine, est-il envisageable de transformer les EPD en FDES? Alors, il n'est pas possible de faire une FDES pour la bobine, puisqu'elle ne rentre pas dans les critères permettant d'établir cette FDES. Et donc, ce sont les metteurs sur le marché, donc les metteurs sur le marché de produits de construction, qui vont pouvoir établir des FDES. Donc, bien évidemment, un producteur va pouvoir, enfin, c'est ce qu'a fait d'ailleurs ArcelorMittal Construction et quelques autres producteurs sur des produits qui sont diversifiés, hein. Ça peut être lié à des fenêtres, des portes, enfin, c'est pas uniquement des produits de bardage. Donc, des profileurs, donc des personnes qui vont acheter des bobines d'acier à Sestao, d'acier X-Carb, vont construire et publier une FDES se basant sur les valeurs de production de l'acier venant spécifiquement de Sestao et produire des FDES X-Carb. Mais encore une fois, ce ne sera pas la bobine qui sera l'objet ou qui pourra faire l'objet d'une FDES. Et donc, ça explique aussi cette relative lenteur à la publication des FDES liées aux produits plats. Il y a eu un peu plus de retard puisqu'il y a différents intervenants qui doivent les faire et pas seulement Arcelor ou ses divisions, sans compter un engorgement des organismes certificateurs actuellement. On est sur des délais, je crois, de l'ordre d'un an pour publier, alors même qu'on a déjà tous les documents et toutes les données validées. Voilà. Dans la FDES poutrelle X-Carb, il est précisé que normalement, seuls 7 constructeurs métalliers peuvent prétendre à l'utilisation de la FDES. Visiblement, avec la notion de mention X-Carb sur les certificats de livraison, peut officiellement octroyer le droit d'utilisation de la FDES, peu importe le charpentier la mettant en œuvre. Je n'ai pas une réponse exacte à cette question-là. Sur beaucoup de chantiers, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un charpentier qui fait partie des 7 metteurs sur le marché, on va dire, liés à la FDES. La nouvelle publication, enfin, il y aura des prochaines publications de FDES pour les poutrelles et qui intégreront certainement une liste plus grande de charpentiers. Si des charpentiers nous écoutent, ils sont les bienvenus pour s'associer à la dite FDES. Une question incontournable, Francis. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur quels sont les surcoûts induits par les aciers X-Carb? Déjà, y en a-t-il? Oui, malheureusement. Donc, les surcoûts aujourd'hui sont relativement modérés. Donc, les expériences qu'on a eues sur plusieurs bâtiments ou sur plusieurs projets sont des surcoûts de l'ordre de 2% du prix du lot charpente, sachant que enfin 2% du prix du lot charpente si tous les aciers passaient en acier X-Carb. Dans la pratique, on a plutôt de 40 à 60% des aciers qui sont mis en œuvre en X-Carb et les surcoûts afférents apparaissent de l'ordre de 1% ou moins du lot charpente. Donc, on va être assez concret. Aujourd'hui, le surcoût de la matière première X-Carb, il va être pour les produits longs de l'ordre de 10 centimes le kilo. Et ces 10 centimes, ils n'appellent pas de surcoût particulier pour la pose, la mise en œuvre, la fabrication, l'usinage. On a les mêmes normes, les mêmes exigences, les mêmes cahiers des charges. Donc, on peut considérer sensiblement que le prix de vente de la charpente au maître d'ouvrage
va se résumer à un ajout de 10 centimes le kilo sur les postes charpentes. Uniquement sur les aciers passant en X-carb. Encore une fois, c'est rarement l'intégralité du tonnage. Je dirais même c'est jamais l'intégralité du tonnage. Et donc, sur un bâtiment de 200 tonnes d'acier, les surcoûts qu'on va considérer s'il y a la moitié des aciers, ça va être de l'ordre de 10 000 à 12 000 euros. Voilà, c'est cet ordre de grandeur pour un bâtiment de 200 tonnes. Concernant les produits plats, on va plutôt appréhender des surcoûts au mètre carré plutôt qu'au tonnage. Ce n'est pas toujours des ratios très habituels. Et donc, encore une fois, pour les seuls aciers qui sont mis en œuvre en X-carb, on va avoir des surcoûts de l'ordre de 2,50 €, 3 € le mètre carré de produits s'ils passent en X-carb alors qu'ils n'étaient pas en X-carb. Voilà les ordres de grandeur sur des façades qui sont mises en œuvre, fournies, posées, sur des ordres de coûts de 40 à, pour les plus belles, à 180 € le mètre carré. Donc, vous voyez qu'on est sur des surcoûts qui restent aussi de l'ordre du pourcent, même pour les produits d'enveloppe. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, à nous consulter ou consulter vos prestataires et leur demander un prix d'option pour l'acier X-carb. Je considère aussi que si on remet des prix ou des offres pour des aciers X-carb, on a tout lieu de les différencier. On ne va pas remettre, enfin moi je ne propose pas de remettre une offre générique, générale pour l'ensemble des aciers X-carb. Je propose de mettre les pannes en acier X-carb, les poteaux en acier X-carb, peut-être le bardage d'une des façades ou de l'ensemble des façades en acier X-carb, et je vais chiffrer le surcoût X-carb pour chacun de ces postes ou de ces lots de manière différenciée. Je ne vais pas faire un prix total pour passer tout en X-carb. Ça permet aussi au client, eh bien, en fonction des budgets qu'il veut allouer au chantier ou à la RE 2020 ou à la RSE pour son entreprise, de choisir en fonction d'un budget qu'il a, quel produit il va pouvoir décarboner. Donc, vous avez un budget de 5 000 € pour améliorer l'empreinte carbone de l'entreprise, ou bien, à contrario, vous avez les mêmes 5 000 € pour améliorer l'empreinte carbone du projet et rentrer dans un seuil. Eh bien, on va vous proposer pour ces 5 000 € un certain nombre de produits qui peuvent être décarbonés, et c'est peut-être vous qui ferez le choix en fonction peut-être de préférence. Si vous voulez que ce soit la façade visible sur rue qui soit décarbonée, eh ben, ce sera peut-être un choix privilégié par rapport à des poteaux, par rapport à d'autres produits. N'hésitez pas à nous interroger ou interroger les charpentiers sur ces points-là et associons un budget à des offres segmentées, quoi. Voilà. C'est pas la peine de remettre un prix global qui sera rarement disponible et retenu. Des questions précises. D'accord. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le management. Est-ce qu'on a des capacités d'augmenter les volumes d'acier X-carb? Alors oui, très fortement. Donc aujourd'hui, nous vendons trop peu d'acier X-carb et donc on a des capacités d'augmenter très très fortement nos volumes de production. On a au demeurant des contrats d'approvisionnement d'énergie qui sont modulés et qui sont extensibles pour pouvoir répondre à ces besoins. L'autre point aussi que je veux souligner, c'est que les besoins du secteur de la construction pour un chantier sont généralement très faibles au regard des capacités de production des usines. Donc, typiquement, un chantier, c'est 500 tonnes d'acier, c'est des fois beaucoup moins, mais enfin, on a peu de chantiers de plus de 2000 tonnes, ça existe encore une fois, mais ce n'est pas les plus courants. Une usine de production d'acier fait couramment une production de 2 à 5 000 tonnes d'acier par jour.
les 200 ou 500 ou 1000 tonnes que vous allez mettre sur un chantier, vous allez les poser en 6 mois ou un an. Donc, il y a un décalage complet et très favorable entre les capacités de fourniture et de production d'acier et les besoins d'un chantier et même de l'ensemble des chantiers aujourd'hui. Voilà, donc aucune inquiétude par rapport au volume. Ceci clôture notre session de questions-réponses. Je tiens personnellement à remercier Madame Chang pour sa participation et sa présentation très, très claire en introduction, et à remercier Francis. Madame Chang, si vous avez un dernier mot. Ce webinaire. Eh bien, merci à tout le monde. Je vais clôturer. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.